Je voudrais toutefois vous interroger sur la vulnérabilité des porte-avions et plus généralement de la marine américaine. Les Iraniens, leurs missiles semblent aller partout, frappant des cibles dans presque tous les pays de la région. Cependant, la marine américaine semble être, je ne sais pas si elle est restée intacte. Je n'ai rien vu. Les Iraniens ont-ils tenté quelque chose ou est-ce simplement que... Tu sais, au-delà de ça, je ne sais pas. J'ai vu une vidéo qui prétend venir de touristes chinois ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était à Haïfa ou à Tel Aviv, quelque part, où ils affirment montrer cette vidéo granuleuse d'un navire américain touché. Je ne sais pas. Il y a tellement de deepfakes en circulation. On ne peut plus rien prendre pour argent comptant, même les vidéos qui semblent très crédibles. Donc je ne sais pas. Je n'ai certainement entendu aucun rapport à ce sujet. J'avais entendu dire qu'il y avait eu des rapports de pertes américaines, tuées au combat, plus tôt dans le processus, comme dans les premières heures. Et le Pentagone, le commandement central, le CENTCOM, a dit non, il n'y en avait pas eu. Eh bien, d'après certaines sources directes que des amis à moi connaissent, ils savaient qu'il y en avait, mais c'est ce qu'ils disaient. Et puis bien sûr, aujourd'hui, ils ont confirmé qu'il y avait eu 3 morts, 5 blessés graves et plusieurs autres blessés plus légèrement. Mes sources disent même que ce chiffre n'est pas exact, il serait plus élevé. Nous pouvons donc nous attendre à ce que d'autres informations sortent. Il est possible qu'il y ait eu certains incidents, mais nous ne les avons tout simplement pas encore signalés. Nous craignons les nouvelles car, contrairement à ce qui se passe sur Terre, où il y a 10 000 caméras de téléphone portable à chaque fois qu'il se passe quelque chose en ville, ce n'est pas le cas en mer. Personne ne le saurait, à moins que ce ne soit rapporté. Alors peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est une chose qui m'a surpris. Je m'attendais à voir quelque chose. Mais que cela ne se soit pas produit, ou que nous ne soyons simplement pas encore au courant, je ne peux pas vraiment le dire pour l'instant. Comment évalueriez-vous les développements à venir dans les prochains jours et semaines? Encore une fois, il s'agit donc d'une guerre d'usure. Faut-il la juger selon la capacité de chaque camp à infliger de la douleur à l'autre, mais aussi à en supporter? Est-ce ainsi que nous devons comprendre les actions des deux côtés? Ou bien les États-Unis cherchent-ils plutôt à... En fin de compte, c'est une bataille de volonté. Je veux dire, on peut dire ça de presque toutes les guerres, mais celle-ci encore plus, parce que nous avons choisi d'essayer de la mener à moindre coût. Nous avons dit, faisons intervenir toute cette puissance navale et aérienne, mais pas de troupes au sol, parce que c'est une sorte de tabou aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens, y compris le sénateur Kavanaugh, je crois le sénateur Cotton, le sénateur Cruz et le sénateur Lindsey Graham, qui se sont tous vantés à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de troupes au sol. Personne n'en parlait. Le président Trump l'a dit aussi, parce qu'ils savent que c'est quelque chose que les électeurs américains détestent. Alors ils se sont dit, eh bien peut-être qu'on peut gagner cette guerre à moindre coût. Et au lieu de, comme en 2003, quand nous disposions d'une importante puissance aérienne et navale, ainsi que d'une force terrestre crédible de centaines de milliers de soldats qui, lorsque c'était nécessaire, entraient en action sur le terrain, eh bien, vous savez, si l'on parle du président Trump disant aux gardiens de la Révolution, aux forces de police, aux Basij et à tous les autres de déposer les armes, cela n'a aucun poids s'il n'y a personne pour les y contraindre. Juste des bombes qui tombent. À moins d'avoir une armée capable d'intervenir et d'imposer cette décision, comme les Irakiens l'ont fait quand nous leur avons dit la même chose, et que la première division blindée est arrivée en remontant la rue, là ça a du mordant. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de division blindée. Il n'y a absolument personne sur le terrain.
Il n'y a donc aucune raison pour eux de capituler. Ils se disent simplement, tout ce que nous avons à faire, c'est survivre à l'assaut. Et ils savent combien d'armes nous possédons, ou du moins, ils en ont une assez bonne idée. Ils savent que nous avons été saignés profondément, peut-être pas à sec, mais profondément, par tout le soutien que nous avons apporté à Israël depuis octobre 2023. Ils savent que nous avons été saignés à cause des 4 années d'envoi ininterrompus vers l'Ukraine. Et peu importe que Trump ne les ait pas donnés, il les a vendus et notre stock a tout de même diminué. Notre production n'a pas rattrapé le retard, donc rien de ce qui a été perdu pendant l'administration Biden n'a été remplacé. Cela a continué à s'amenuiser. Et maintenant, tout à coup, nous en avons besoin. Et ils le savent, voyez-vous, ils ont accumulé tout cela pendant des années, des décennies, parce qu'ils ont toujours envisagé cette possibilité. Nous n'avons aucune idée du nombre de missiles qu'ils possèdent réellement, ni du nombre de drones qu'ils ont réellement, parce qu'ils sont sous terre. Et vous savez, nous ne pouvons pas les compter, nous ne pouvons pas les voir avec des satellites, mais on peut imaginer qu'ils en ont beaucoup. Le sénateur Ted Cruz a déclaré aujourd'hui qu'à sa connaissance, l'Iran est capable de produire en ce moment, même avec toutes les sanctions et tout le reste, tous ces incendies, toutes ces attaques que nous avons menées, environ 100 de missiles par mois. Donc, tout ce qui a été perdu pendant la guerre de 12 jours a déjà été remplacé. Et nous ne savons même pas combien ils en avaient avant cela. J'ai entendu des évaluations très différentes. Malstmuth Ustrais and Counts Forward. Et cela s'ajoute aux dizaines de milliers de drones qu'ils possèdent. Donc je pense qu'ils ont essentiellement dit que ce sera un test de volonté politique. Notre volonté, c'est de faire durer cela au-delà de leur fenêtre de 2 semaines, de l'étendre sur 2 ou 3 mois supplémentaires, quand ils commenceront vraiment à souffrir. Parce que si nous n'avons plus beaucoup de missiles de défense aérienne, et que nous commençons à ressembler à l'Ukraine, où ils disposent d'un nombre insuffisant de systèmes patriotes et Iris-T, ainsi que d'autres types de défense aérienne. Et si la Russie peut arriver et saturer la zone avec plus de missiles qu'il n'y a d'intercepteurs, alors certaines choses vont passer. L'Iran pourrait se retrouver curieusement dans la même situation que la Russie, celle où nous épuisons la majorité de nos intercepteurs au rythme où nous allons actuellement. Et tout à coup, nous ne pouvons plus en abattre autant. D'ailleurs, il y a eu des images assez spectaculaires. Je pense que nous allons en montrer un extrait dans notre émission cet après-midi, tourné par un Américain, apparemment un vidéaste américain, je crois que c'était à Bahreïn. Il avait la caméra braquée vers le ciel et on pouvait voir un missile arriver. Puis on a vu un intercepteur patriote se lancer pour le frapper, et comme les angles étaient parfaits, on a pu voir qu'il avait manqué sa cible. Le patriote a raté, et l'autre missile est venu s'écraser tout près de l'endroit où se trouvait l'homme au sol. Je veux dire, c'est le premier jour. C'était le tout premier jour, et on voit déjà que nous manquons de moyens. Maintenant, imaginez si vous n'en avez même pas assez. Alors à la place, le missile arrive, et il n'y a aucun défenseur. Pas même un seul missile qui décolle. Et on peut voir qu'une fois que cela se produit, on peut commencer à mettre de plus en plus de ces drones à bas coût dans les airs, parce qu'on ne peut pas non plus les abattre en grand nombre. Donc je pense que le camp iranien calcule, nous allons simplement augmenter ta souffrance jusqu'à ce que tu ne puisses plus tenir. Notre stratégie, en revanche, c'est plutôt « oh mince, je pensais que ce serait réglé en quelques jours, peut-être une semaine ou 2, et qu'ils capituleraient. » C'est donc encore l'espoir. Ils disent, nous avons encore quelques semaines de frappes à très haute intensité que nous pouvons mener, et nous pouvons infliger beaucoup de souffrance du côté iranien.
Je suis donc sûr que nous allons continuer, avec Israël, à essayer d'exercer autant de pression que possible, en espérant pouvoir les pousser jusqu'à ce point. Mais si nous dépassons ce stade et que le camp iranien reste encore viable, tandis que le nôtre, maintenant que nous en sommes réduits à nos stocks de missiles, tant offensifs que défensifs, se trouve dans une position affaiblie, peu importe la puissance de notre marine, le nombre de nos avions de chasse ou de batteries de missiles patriotes. Rien de tout cela n'a d'importance si vous n'avez pas les missiles. C'est la question clé que trop peu de gens reconnaissent. Il s'agit de l'inventaire de vos missiles offensifs et défensifs. Et il se peut que l'Iran en ait davantage, certainement plus à utiliser ici, à moins que nous ne retirions tout de l'Indo-PACOM ou d'ailleurs dans le monde pour les amener ici. Dans ce cas, nous serions littéralement à court de moyens partout ailleurs, et cela pourrait poser un vrai problème. Mais il y aura une tentation de le faire. Cela pourrait être un problème majeur, très majeur pour notre camp, si cela ne se termine pas en quelques semaines. Adieu le recentrage sur l'Asie. C'est tout le contraire de ce que Trump comptait faire. Cela va être le pillage de l'Asie, du Tefel Berlin besoin pour nous battre ici. Désolé, juste une dernière question rapide. Vous avez mentionné que les États-Unis pouvaient s'épuiser et que les Iraniens pouvaient leur infliger beaucoup de souffrance. Mais selon vous, quelle est la zone la plus vulnérable? Parce que si je conseillais les Iraniens, je leur ferais remarquer qu'ils disposent de nombreux points de pression à exercer contre les États-Unis. Ils peuvent frapper les actifs américains dans la région, c'est-à-dire toutes les bases militaires. Ils peuvent frapper les États du Golfe, voire des cibles civiles, pour s'assurer que ces pays souffrent beaucoup, même des raffineries de pétrole, tout ce qu'ils veulent viser. Ils peuvent aussi s'en prendre à l'économie mondiale, par exemple en fermant le détroit d'Ormuz ou en perturbant une partie du trafic aérien. Ils peuvent également concentrer leurs efforts sur Israël. Et pendant que nous parlons, des missiles tombent sur Jérusalem. Alors selon vous, quelle zone risque de céder en premier? Parce que cela nous dira où en est réellement l'état d'esprit iranien en ce moment. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, je pense qu'ils ont voulu faire passer un message avec les frappes à Dubaï, à Bahreïn et dans certaines autres villes. Je crois qu'ils disent en substance, « D'accord, message envoyé et reçu ». Je pense que nous avons compris cela. Mais maintenant, comme la quantité est un facteur important, je pense qu'ils vont se tourner vers des cibles à plus forte valeur. Et pour les États-Unis, ce point de pression, ce sont les pertes humaines. Je pense que c'est là-dessus qu'ils vont se concentrer, car il y a déjà eu beaucoup de colère sur les réseaux sociaux américains, même à des niveaux élevés, à propos des pertes déjà subies. Donc je pense qu'ils vont donner la priorité à tout ce qui pourrait provoquer de lourdes pertes pour les États-Unis dans toute la région, sur toutes nos bases. Et peut-être qu'ils commenceront à s'en prendre aux navires, je ne sais pas. Et ensuite la même chose en Israël. Je pense qu'ils vont viser les capacités susceptibles de provoquer des pertes. Je crois qu'ils ciblent d'abord l'armée, surtout tout ce qui est lié au renseignement. Ils adoreraient frapper ces cibles-là. J'ai vu certains rapports indiquant qu'ils ont effectivement attaqué des installations de renseignement à l'intérieur de Jérusalem, essayant de réduire leur capacité à suivre ce qui s'y passe. Et bien sûr, s'ils peuvent atteindre les lance-missiles du côté israélien ou leurs avions, ce serait une cible de grande valeur. C'est pareil pour l'US Air Force. S'ils pouvaient les neutraliser ou détruire les ravitailleurs, ce serait aussi très important, car cela limiterait notre capacité à utiliser même les chasseurs dont nous disposons. Mais je pense que ce qu'ils feront ensuite dépend de ce que nous ferons. Si nous ne nous en prenons pas à l'infrastructure pétrolière iranienne, leurs sources d'énergie, leurs raffineries, et ainsi de suite,
Et je n'ai vu aucun rapport indiquant que nous l'ayons fait pour l'instant. Peut-être que c'est le cas et que je l'ai simplement manqué. Mais si nous commençons à nous en prendre à cela, surtout à grande échelle, et que nous pouvons cibler ces objectifs, ce ne serait pas très difficile. Alors je pense que vous verrez l'Iran commencer à changer de cap. Parce qu'une partie du message, j'imagine, c'est que lorsqu'il frappe toutes ces cibles civiles, je peux dire, c'est mauvais pour vous. Et je crois que c'était au Qatar ou peut-être à Dubaï qu'ils ont frappé un hôtel très en vue au centre de la ville, plein de touristes et tout le reste. Ils ont frappé un aéroport, mais ils se disent, tu sais, nous pourrions aussi frapper autre chose qui était important, et c'est ton infrastructure pétrolière. Nous pouvons frapper tes raffineries, nous pouvons frapper tes stations de transfert dans les ports, etc. Nous pourrions causer des dégâts considérables qui prendraient beaucoup de temps à réparer et coûteraient bien plus cher au royaume eux-mêmes. Mais je ne pense pas qu'ils le feront, à moins que nous nous en prenions au leur. Donc, si nous essayons d'intensifier la pression pour infliger plus de douleur au camp iranien, alors je pense qu'on pourrait assister à une extension du conflit. Tu parles de l'échelle de l'escalade. Je pense qu'elle a commencé au 4e ou 5e échelon, mais il en reste encore au-dessus auquel on peut monter. Il y a donc encore une marge pour l'escalade, et j'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais ce sont les choses qui m'inquiètent. But those are the things I'm worrying about.